Une hôtesse de l'air arrache le chapeau d'une fille noire et se fige, tandis que la mère, PDG de la compagnie aérienne, explose sous la casquette. Le chapeau est tombé sur le sol de la cabine de l'avion, une touche de jaune vif sur le tapis bleu terne. Zara Williams, 17 ans, s'est figée, ses mains planant toujours là où se trouvait son chapeau bien-aimé quelques secondes auparavant. L'hôtesse de l'air, une femme avec une queue de cheval blonde serrée et les lèvres pincées en une fine ligne, se tenait au-dessus d'elle, les mains toujours tendues après le retrait brusque. « Je te l'ai dit 3 fois », dit l'hôtesse de l'air, sa voix résonnant dans la cabine soudainement silencieuse. Les chapeaux sont interdits pendant la démonstration de sécurité. Les yeux de Zara s'emplirent de larmes non de tristesse, mais de la brûlure de l'humiliation. Des dizaines de regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres gênés, d'autres encore étrangement satisfaits de voir une autre jeune personne, à sa place. Ses mains tremblaient lorsqu'elle tenta de ramasser son chapeau, mais le pied de l'hôtesse glissa en avant, lui barrant le passage. « Tu pourras le récupérer quand nous aurons atteint l'altitude de croisière. » Quelque chose dans l'expression de Zara dut exprimer la profondeur de sa douleur, car le monsieur plus âgé assis à côté d'elle remua, mal à l'aise. « Mademoiselle, commença-t-il, ce n'est qu'une enfant. » « Les messieurs, je respecte le règlement de la compagnie, » l'interrompit l'hôtesse de l'air. Maintenant, si tout le monde pouvait bien se concentrer sur la démonstration de sécurité. C'est alors que l'agitation commença à l'avant de l'avion. Une grande femme vêtue d'un tailleur anthracite impeccablement coupé s'avançait dans l'allée d'un pas décidé, celui de quelqu'un habitué à commander. Son teint, quelques nuances plus foncé que celui de Zara, était rouge d'une fureur à peine contenue. Mais sa voix, lorsqu'elle parla, était d'un calme mortel. « Hôtesse de l'air Brestelin », dit-elle en lisant l'étiquette avec son nom. « J'ai besoin que tu t'écartes maintenant. » Le visage de l'hôtesse, auparavant rouge d'autorité, se vida de toute couleur. « Madame, je vous demande de regagner votre place. Nous allons. »« Je suis Diana Williams, PDG d'Atlantic Skyway », dit la femme, sa voix résonnant dans la cabine sans qu'il soit nécessaire de l'élever. « Et voici ma fille. » Le silence qui s'abattit sur la cabine était absolu. 12 heures plus tôt, Diana Williams se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant le lever du soleil dessiner des traînées dorées sur les toits de Manhattan. Son appartement en attique offrait une vue qui lui coupait encore le souffle, même après 5 ans de cafés matinaux passés à la contempler. Mais aujourd'hui, la vue ne parvenait pas à calmer son esprit agité. « Tu as pris ton chargeur, n'est-ce pas ?» s'écria Diana en entendant les pas de sa fille dans le couloir. « Et tes médicaments ? Tu sais comment tes sinus réagissent au changement de pression. » Zara apparut dans l'embrasure de la cuisine, traînant une énorme valise. À 17 ans, elle était déjà plus grande que Diana, avec la taille et la carrure athlétique de son père. Elle portait ses cheveux bouclés en une afro soigneusement coiffée, et le bonnet jaune vif perché au sommet était son accessoire signature, un cadeau de son père avant le divorce, 3 ans plus tôt. « Maman, détends-toi. Ce n'est pas mon premier vol, » dit Zara en se servant une pomme dans la coupe de fruits. « Je fais littéralement des allers-retours entre toi et papa depuis que j'ai 14 ans. » Diana hocha la tête en posant sa tasse de café. « Je sais. C'est juste que c'est la première fois que tu prends l'avion seul pour le voir depuis l'audience. » L'accord de garde, autrefois à l'amiable, était devenu litigieux 6 mois plus tôt lorsque Marcus, l'ex-mari de Diana, avait décidé de déménager de Chicago à Los Angeles pour une opportunité professionnelle. La distance signifiait que leur accord de garde partagé devait être renégocié, et le processus avait été tout sauf simple. « Papa ne m'en veut pas, maman. Il est en colère contre la situation, » dit Zara en croquant dans sa pomme. « Et honnêtement, j'ai plutôt hâte de voir Los Angeles. Il dit que son nouveau logement est à 20 minutes de la plage. » Diana pinça les lèvres pour ne pas dire quelque chose qu'elle pourrait regretter. Marcus avait toujours été le parent amusant, tandis qu'elle était celle qui s'assurait que les devoirs étaient faits et les couvre-feux respectés. Maintenant, avec 3000 milles entre eux, elle craignait que le contraste ne devienne encore plus marqué. « Je n'essaie pas de rendre les choses plus difficiles, » dit Diana prudemment. « Je veux juste que tu sois préparée. C'est un long vol et tu devras gérer le décalage horaire et... » « Je m'en sortirai bien », l'interrompit Lara en posant sa pomme à moitié mangée et en traversant la cuisine pour prendre sa mère dans ses bras.
Je promets que j'ai ma musique, mes livres, et suffisamment de collations pour survivre à une apocalypse. Diana lui rendit son étreinte, respirant l'odeur familière de l'huile de coco dans les cheveux de sa fille. Je sais que tu t'en sortiras. Je suis juste une maman. Ouais, eh bien, la maman PDG doit se détendre, dit Zara avec un sourire, en se reculant. En parlant de ça, tu n'es pas censé prendre un vol pour Chicago dans 3 heures? Diana jeta un coup d'œil à sa montre et jura dans sa barbe. La réunion du conseil d'administration. J'ai complètement perdu la notion du temps. Va te préparer. J'appelle le service de voiturier, dit Zara en attrapant déjà le téléphone de sa mère. Diana a bâti sa carrière sur sa capacité à prendre des décisions difficiles avec des informations limitées. Elle a gravi les échelons d'Atlantic Skyway, passant de directrice marketing à vice-présidente, puis à PDG en un peu plus d'une décennie, naviguant dans le monde dominé par les hommes des dirigeants de compagnies aériennes avec une combinaison de génie stratégique et de détermination sans faille. Mais malgré tous ses succès professionnels, le seul domaine dans lequel elle se sentait perpétuellement inadéquate était celui où elle devait protéger sa fille de la déception. Le signal « Attachez vos ceintures » retentit et la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous allons connaître des turbulences inattendues. Veuillez retourner à vos places et garder vos ceintures de sécurité attachées jusqu'à ce que le panneau s'éteigne. » Diana sécurisa sa tablette juste au moment où l'avion fit une embardée soudaine. Une notification apparut sur son écran, l'appel du conseil d'administration avait été avancé de 15 minutes en raison de l'emploi du temps de Thomson. Elle devrait y participer pendant que l'avion était encore aux prises avec les turbulences. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, calculant le décalage horaire. Zara embarquerait bientôt sur son vol pour Los Angeles. Elle espérait que le voyage de sa fille serait plus facile que le sien, au sens propre comme au sens figuré. Zara s'installa sur son siège côté hublot du vol à destination de Los Angeles, glissant son sac à dos sous le siège devant elle. Le siège du milieu était vide, un petit soulagement pour ce qui allait être un voyage de 6 heures. Le siège côté couloir était occupé par un homme plus âgé qui hocha poliment la tête à son arrivée, mais qui avait depuis reporté son attention sur son livre. Elle vérifia son téléphone une dernière fois avant de passer en mode avion, espérant un message de son père. Le dernier message qu'il lui avait envoyé était ambigu, et l'absence de suivi la laissait dans une incertitude lancinante. Serait-il là quand elle atterrirait, ou devrait-elle naviguer seule dans l'étendue de LAX, sans nouveau message? Avec un soupir, elle mit son téléphone en mode avion et le glissa dans la poche de son sweatshirt. Enlevant son bonnet jaune, elle le posa sur ses genoux et appuya sa tête contre la fenêtre, regardant l'équipe au sol terminer ses derniers préparatifs. Le siège à côté d'elle resta vide jusqu'au dernier moment, lorsqu'une femme à l'air pressé, vêtue d'un tailleur d'affaires, se précipita dans l'avion, scrutant les numéros de siège alors qu'elle descendait l'allée. « Je pense que c'est moi », dit la femme en désignant le siège du milieu à côté de Zara. Zara hocha la tête et se déplaça légèrement pour lui faire de la place tandis que la femme s'installait, glissant une élégante mallette sous le siège devant elle. « Je viens d'y arriver », dit la femme, plus pour elle-même que pour Zara, alors qu'elle attachait sa ceinture de sécurité. Le vol de correspondance a été retardé. Zara lui offrit un sourire poli, mais ne s'engagea pas davantage, reportant son regard vers la fenêtre. Elle n'était pas d'humeur à discuter, ses pensées toujours préoccupées par l'absence potentielle de son père à l'aéroport. Les agents de bord commencèrent leur routine pré-vol, vérifiant les ceintures de sécurité et les compartiments supérieurs. Une femme s'approcha de leur rangée, les cheveux tirés en une queue de cheval blonde serrée et une expression qui suggérait qu'elle prenait son travail très au sérieux. « Madame, votre sac doit être complètement sous le siège », dit-elle à la femme d'affaires, qui ajusta rapidement sa mallette. Puis le regard de l'hôtesse de l'air tomba sur le bonnet jaune de Zara, toujours posé sur ses genoux. « Tu devras le ranger ou le porteur pendant le décollage et l'atterrissage », dit-elle d'un ton légèrement plus sec qu'avec l'autre passagère. « Oh, désolé », répondit Zara en remettant son bonnet sur sa tête. L'hôtesse de l'air, portant un badge nommé « Poitrine rouge », hocha la tête et poursuivit sa ronde. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée croisa le regard de Zara et haussa légèrement les épaules, comme pour dire « Certaines personnes aiment juste faire respecter les règles ». Alors que la démonstration de sécurité commençait,
Zara écouta distraitement les instructions familières, son esprit dérivant vers ce qui l'attendait à Los Angeles. C'était sa première visite dans la nouvelle maison de son père, et malgré son enthousiasme apparent lorsqu'elle en parlait à sa mère, elle ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Sa nouvelle vie lui ferait-elle une place, ou se sentirait-elle comme une visiteuse, une interruption dans le nouveau chapitre qu'il écrivait pour lui-même ? Excusez-moi, mademoiselle. La voix de l'hôtesse de l'air brelin la tira brutalement de ses pensées. Tout couvre-chef doit être retiré pendant la démonstration de sécurité. Zara cligna des yeux, confuse un instant, puis comprit qu'elle faisait référence à son bonnet. « Oh, je suis désolée. Je ne savais pas que c'était une règle, dit-elle en tendant la main pour le retirer. « C'est pour votre sécurité, répondit Brelin, bien que son ton suggère qu'il s'agissait plus d'une exigence de conformité que d'une réelle préoccupation. » Zara retira soigneusement le bonnet et le reposa sur ses genoux, lissant ses boucles là où elles avaient été comprimées. Elle remarqua que plusieurs autres passagers portaient des chapeaux ou des casquettes, mais l'hôtesse de l'air ne leur avait rien dit. L'homme d'affaires de l'autre côté de l'allée fronça légèrement les sourcils, ayant remarqué la même chose, mais ne dit rien. Zara sentit un malaise familier lui nouer l'estomac, cette sensation d'être mise à l'écart, que les règles ne s'appliquaient pas de la même manière pour elle que pour les autres. C'était un sentiment qu'elle avait déjà rencontré dans divers contextes, à l'école, dans les magasins, même lors des événements professionnels de sa mère. La démonstration de sécurité continua et Zara tenta de se concentrer sur les emplacements de sortie et les consignes concernant le masque à oxygène, mais son attention revenait sans cesse à son bonnet posé sur ses genoux. Ce n'était pas seulement un accessoire de mode pour elle. C'était un lien avec son père, une constante dans le paysage changeant de sa vie familiale divisée. Alors que la démonstration se terminait, Zara s'étira pour remettre son bonnet, mais l'hôtesse Brelin passait à nouveau et s'arrêta à leur rangée. « S'il vous plaît, gardez tous vos couvre-chefs retirés jusqu'à ce que nous atteignions l'altitude de croisière, » dit-elle, son regard insistant fixé sur Zara. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda la femme d'affaires à côté de Zara, prenant la parole pour la première fois. « Je n'ai jamais entendu parler de cette règle auparavant. »« C'est la politique de la compagnie aérienne, madame, » répondit Brelin d'un ton sec. « Pour des raisons de sécurité. » La femme sembla sceptique, mais ne poursuivit pas. Brelin continua dans l'allée. Zara croisa alors le regard d'une jeune femme noire, quelques rangées plus loin, qui avait été témoin de l'échange. La femme lui adressa un petit sourire entendu, une reconnaissance muette d'une expérience partagée. Zara reporta son regard vers la fenêtre alors que l'avion commençait à rouler vers la piste. Sur ses genoux, ses doigts traçaient le motif familier de son bonnet, un petit acte de défi contre cette règle arbitraire qui semblait ne s'appliquer qu'à elle. La réunion avait duré longtemps, bien sûr que oui. Et Marcus était coincé dans le trafic de Los Angeles, tambourinant anxieusement des doigts sur le volant en regardant les minutes défiler sur l'horloge de son tableau de bord. Le vol de Zara avait atterri il y avait 20 minutes, et il était encore à au moins 15 minutes de l'aéroport, en supposant que la congestion se dissipe bientôt. Il avait tenté de l'appeler 2 fois, mais les appels étaient allés directement sur la messagerie vocale. Elle était probablement encore en train de rouler vers la porte d'embarquement ou de traverser le terminal. Il lui avait laissé un message expliquant son retard et lui demandant de l'attendre au retrait des bagages. La circulation avançait lentement, et Marcus luttait contre l'envie de klaxonner par frustration. Il s'était promis à lui-même, et à Diana, qu'il serait là pour Zara, que ce déménagement à Los Angeles ne compromettrait pas sa relation avec sa fille. Et pourtant, il échouait au premier obstacle. Son téléphone sonna, et il accepta rapidement l'appel via le système Bluetooth de sa voiture, espérant que c'était Zara. « Bonjour », dit-il avec empire. D'elle, ses boucles encadrant son visage sous le tissu jaune vif, son expression un mélange de soulagement et d'inconfort persistant. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que la situation était sur le point de dégénérer d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée, la mettant en contact direct avec la dernière personne qu'elle s'attendait à voir sur ce vol. Le vol était en l'air depuis près de 3 heures lorsque Diana Williams a finalement terminé son appel d'urgence à bord. Stanley Thompson s'était montré encore plus obstiné que d'habitude, s'opposant à chaque solution proposée pour l'attribution des itinéraires du Los Angeles, jusqu'à ce que Diana souligne que son alternative préférée violerait 2 réglementations distinctes de la FAA.
Le silence qui s'ensuivit fut profondément satisfaisant, bien que bref. Alors qu'elle retirait ses écouteurs et fermait son ordinateur portable, Diana réalisa qu'elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner rapide partagé avec Zara ce matin-là. Elle fit signe à une hôtesse de l'air pour demander une collation, puis vérifia son téléphone, au cas où des messages seraient arrivés pendant l'appel. Il y avait un SMS de Marcus à l'aéroport. Zara dit qu'il y a un problème dans l'avion et qu'ils n'ont pas encore débarqué. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Diana fronça les sourcils. Le vol de Zara aurait dû atterrir il y a plus d'1 heure, et les passagers auraient déjà dû débarquer. Elle répondit rapidement par texto. Non, sur quelle compagnie aérienne est-elle? La réponse ne tarda pas. Vol Atlantic Skyway 1829. Le froncement de sourcils de Diana s'accentua. Atlantic Skyway était sa compagnie aérienne. S'il y avait eu un incident important sur l'un de leurs vols, elle aurait dû être informée, surtout étant donné sa position actuelle dans les airs. Elle ouvrit son courriel, cherchant des rapports d'incidents provenant des opérations, mais ne trouva rien. Elle fit alors signe à Teresa, l'hôtesse principale qui l'avait servie plus tôt. « J'ai besoin d'informations sur un autre vol Atlantic Skyway », dit-elle doucement. Vol 1829, de JFK à LAX. Il a atterri il y a plus d'1 heure, mais on m'a dit que les passagers n'ont pas encore débarqué. Pouvez-vous savoir ce qui se passe? Le professionnalisme de Teresa ne faiblit pas, mais la surprise scintilla brièvement dans ses yeux face à la demande inhabituelle. Bien sûr, Madame Williams. Laissez-moi vérifier avec le cockpit. Alors que Teresa se dirigeait vers l'avant de l'avion, l'esprit de Diana explorait toutes les possibilités. Les problèmes mécaniques n'empêchent généralement pas le débarquement une fois l'avion arrivé en toute sécurité à la porte. Des problèmes de sécurité auraient déclenché une notification immédiate, surtout pour la PDG qu'elle était. Les situations de service client, euphémisme pour conflits entre passagers ou comportements inappropriés, étaient normalement résolues rapidement, rarement au point de retarder le débarquement. Teresa revint quelques minutes plus tard, son expression désormais soigneusement neutre alors qu'elle se penchait pour parler à voix basse. Le poste de pilotage a confirmé que le vol 1829 est retenu à la porte en raison d'un incident de service client qui s'est aggravé. Ils n'ont pas de détails, mais il semblerait qu'il y ait une plainte contre l'un de nos agents de bord. Le responsable de la porte et le directeur du service client sont à bord pour tenter de résoudre la situation. Une plainte suffisamment grave pour retenir un avion entier à la porte, demanda Diana. Son instinct de PDG l'alerta immédiatement sur les implications possibles en termes de responsabilité et de communication de crise. Il semble que oui, répondit Teresa. Le capitaine a mentionné qu'un passager allègue un traitement discriminatoire, et plusieurs autres passagers soutiennent cette affirmation. Un frisson parcourut Diana. Traitement discriminatoire, répéta-t-elle. Sur la base de quoi, exactement? Cette information ne nous a pas été transmise, mademoiselle Williams. Diana hocha la tête, son esprit déjà passé en mode gestion de crise. Merci, Teresa. Pouvez-vous demander au capitaine de contacter directement le capitaine du vol 1829? J'ai besoin de savoir si la situation nécessite mon implication directe. Bien sûr. Tout de suite. Alors que Teresa se dirigeait vers le cockpit, Diana vérifia de nouveau son téléphone. Aucun nouveau message de Marcus, ce qui suggérait que la situation perdurait. Elle hésita à l'appeler, mais préféra attendre d'avoir plus d'informations. La dernière chose qu'elle voulait, c'était l'alarmer inutilement si tout cela s'avérait être un malentendu rapidement résolu. Une inquiétude persistante lui nouait le ventre. Zara était sur ce vol. Sa fille. Assise dans un avion immobilisé à la porte d'embarquement en raison d'allégations de discrimination visant un agent de sa propre compagnie. La coïncidence était trop flagrante pour être ignorée. Elle repensa à leur brève conversation à l'aéroport, et au bonnet jaune que portait Zara. Ce bonnet, cet accessoire constant que Diana avait fini par tolérer, voire comprendre. Cela paraissait être juste un autre choix de mode adolescente, mais pour Zara, cela avait une signification plus profonde. Teresa revint, son expression cette fois visiblement tendue. « Madame Williams, j'ai parlé avec le capitaine.
La situation sur le vol 1829 implique une jeune passagère qui affirme qu'un agent de bord lui a imposé une règle concernant le port du couvre-chef qui n'était pas appliquée aux autres passagers. L'hôtesse concernée nie toute intention discriminatoire, mais plusieurs passagers ont corroboré le récit de la jeune fille. L'estomac de Diana se serra. Une jeune passagère avec un couvre-chef. Ça doit être Zara. Quel est le nom du passager qui porte plainte, demanda-t-elle, déjà convaincue de la réponse. Teresa hésita. Je n'ai pas cette information, mais le capitaine a précisé qu'il s'agit d'un mineur voyageant seul. Diana se leva avant même que Teresa ait terminé. Je dois parler à notre capitaine, immédiatement. Diana se leva, signalant la fin de la réunion. Zara Marcus, je crois que tu as des projets pour la soirée. Ne laissez pas cette situation faire dérailler votre visite. Pendant que les autres rassemblaient leurs affaires, Zara resta assise, regardant sa mère avec un mélange d'émotions sur son visage. « Comment as-tu su ce qui se passait ?» demanda-t-elle. « Je pensais que tu étais sur un vol pour Chicago. » Diana sourit légèrement. « Je l'étais, mais quand ton père m'a envoyé un SMS concernant un problème sur ton vol, et que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'Atlantic Skyway, j'ai demandé à notre pilote de contacter la tour. Une fois que j'ai compris ce qui se passait, j'ai pris la décision de dérouter mon vol vers Los Angeles. »« Tu as dévié ton vol ?» demanda Zara, incrédule. « Tu peux vraiment faire ça ?»« Je suis la PDG, » répondit simplement Diana. « Dans des circonstances exceptionnelles, oui, je peux le faire. » Et apprendre que ma fille était retenue dans l'un de mes avions pour un traitement discriminatoire présumé constituait des circonstances exceptionnelles à mes yeux. Zara se leva, ajustant son bonnet, gênée. « Tu n'étais pas obligée de faire ça. Je m'en occupais. »« Je sais que tu t'en occupais, » dit doucement Diana en tendant la main pour redresser délicatement le bonnet jaune. « Et j'en suis fière, mais tu n'aurais pas dû te débrouiller seule. » Marcus les rejoignit, passant un bras autour des épaules de Zara. « Ta mère a raison, et pour ce que ça vaut, je suis content qu'elle soit là. Je ne l'aurais pas fait. J'ai eu une idée de comment naviguer dans tout ce truc d'entreprise. » Diana lui adressa un petit sourire, un bref instant d'alliance dans leur relation de coparentalité par ailleurs conflictuelle. « Tu l'aurais compris. Tu le fais toujours. » Finalement, le compliment indirect aurait normalement irrité Marcus, mais aujourd'hui il le laissa passer, reconnaissant le rameau d'olivier sous la critique habituelle. Alors qu'il sortait de la salle de conférence, Vanessa attendait dans le salon, son expression s'illuminant lorsqu'elle aperçut Zara. « Voilà, » dit-elle en s'approchant de la famille. « Je voulais m'assurer que tu allais bien avant de prendre mon vol de correspondance. »« Je vais bien, » lui assura Zara. « C'est grâce à toi, en fait, si tu n'avais pas parlé. »« N'en parle pas, » dit Vanessa avec un sourire chaleureux. « Parfois, nous avons tous besoin de quelqu'un dans notre coin, » dit-elle en tendant la main à Diana. « Je n'ai pas eu l'occasion de me présenter correctement dans tout ce chaos. » Vanessa Chen, Initiative pour l'égalité de justice. Diana lui serra fermement la main. « Diana Williams, merci d'avoir veillé sur ma fille quand je ne le pouvais pas. »« Ta fille est tout à fait capable, » répondit Vanessa. Elle a fait preuve d'un calme remarquable tout au long de l'incident. Elle se tourna vers Zara. « Ne perds pas ma carte, d'accord ? Et n'oubliez pas, votre voix compte. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Alors que Vanessa partait, Diana se tourna vers Marcus et Zara. « Je devrais y aller aussi. Mon équipe de direction est probablement en proie à des palpitations cardiaques collectives à cause de mon déplacement imprévu. »« Et votre réunion à Chicago ?» demanda Marcus. Diana haussait les épaules. « Nous allons reprogrammer. Certaines choses sont plus importantes. » Elle serra Zara dans ses bras. « Appelle-moi quand tu veux. »« Je le ferai, » promit Zara. « Et maman, merci d'être venue. » Les yeux de Diana brillèrent légèrement alors qu'elle se reculait. « Et toujours, bébé. Toujours. » Alors que Diana s'éloignait, son téléphone déjà à l'oreille alors qu'elle gérait les conséquences de son changement de plan impromptu, Zara se tourna vers son père. « Alors, ce n'est certainement pas comme ça que je m'attendais à ce que cette visite commence. » Marcus rit,
la tension des dernières heures se brisant enfin. Sans blague. Je crois que j'ai vieilli de 10 ans en attendant que tu descendes de cet avion. Il lui serra l'épaule. Tu as faim? Je connais un super restaurant de hamburgers pas loin d'ici. Affamé? Zara l'a admis. Mais pouvons-nous faire un arrêt rapide d'abord? Je veux recevoir une carte postale ou quelque chose à envoyer à Vanessa. Pour dire merci. Marcus hocha la tête, la fierté gonflant dans sa poitrine alors qu'il regardait sa fille, debout fièrement avec son bonnet jaune en place, ayant fait face à la discrimination et en étant sorti non seulement indemne, mais déterminé à exprimer sa gratitude à quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés. Absolument, dit-il. Tout ce que tu veux. 6 mois plus tard, Diana Williams se tenait sur un podium au siège d'Atlantic Skyway, s'adressant à une salle remplie d'employés et de journalistes. Derrière elle, un grand écran affichait la nouvelle campagne de la compagnie aérienne, Tout le monde appartient au ciel. Il y a 6 mois, un incident sur l'un de nos vols nous a forcés à affronter une vérité inconfortable, a commencé Diana, sa voix ferme et claire. Malgré les valeurs de notre entreprise et notre engagement déclaré en faveur de l'égalité, nous n'avons pas réussi à créer une culture où chaque passager se sentait véritablement accueilli et respecté. La salle était silencieuse, tous les regards étaient rivés sur la femme puissante qui avait transformé une crise de relations publiques potentiellement dévastatrice en ce que les analystes du secteur appelaient désormais un modèle de responsabilité d'entreprise et de gestion du changement. Cet incident impliquait ma propre fille, poursuivit Diana, mais il aurait pu s'agir de l'enfant, du parent, de l'ami ou de l'être cher de n'importe qui. Et la question que nous devions nous poser était, quel genre d'entreprise voulions-nous être? Celui qui trouve des excuses et défend l'indéfendable, ou celui qui reconnaît ses échecs et s'engage à un véritable changement? Dans le public, Zara était assise entre Marcus et Vanessa, qui était devenue une conseillère précieuse du comité d'inclusion nouvellement formé d'Atlantic Skyway. Le bonnet jaune de Zara était absent aujourd'hui, remplacé par une coiffure naturelle réalisée par un professionnel qui complétait sa robe bleu marine élégante, un choix délibéré pour sa première apparition publique majeure en tant que fille de Diana. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer que chaque employé d'Atlantic Skyway a terminé notre nouveau programme de formation complet développé en partenariat avec l'Equal Justice Initiative, poursuivit Diana. Mais la formation seule ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons également mis en œuvre des changements structurels pour garantir la responsabilité à tous les niveaux de notre organisation. Diana a ensuite décrit les détails, des pratiques d'embauche diversifiées, des mécanismes de signalement transparent des incidents de partialité, des audits culturels réguliers et la création d'un comité consultatif de passagers représentant des origines et des expériences diverses. Mais peut-être que le changement le plus important ne peut pas être capturé dans les documents politiques ou les supports de formation, a déclaré Diana, sa voix s'adoucissant légèrement. C'est le changement de perspective qui se produit lorsque nous nous voyons vraiment les uns les autres, non pas à travers le prisme de nos hypothèses ou de nos préjugés, mais en tant qu'êtres humains individuels avec nos propres histoires, nos propres luttes et nos propres forces. Son regard trouva Zara dans le public, et une communication silencieuse s'établit entre la mère et la fille, une reconnaissance de la façon dont leur expérience personnelle avait catalysé la transformation professionnelle. L'incident du bonnet jaune, comme on l'appelle au sein de notre entreprise, aurait pu être considéré comme un malentendu ou un événement isolé, poursuivit Diana. Au lieu de cela, nous avons choisi de le considérer comme un signal d'alarme, un rappel que notre engagement en faveur de l'égalité ne se concrétise pas en l'inscrivant dans une déclaration de mission. Cela doit être vécu au quotidien dans chaque interaction avec chaque passager qui nous fait confiance pour les transporter en toute sécurité dans le ciel. Après la présentation, alors que les participants se mêlaient pendant la réception, Zara s'est retrouvée approchée par une jeune hôtesse de l'air stagiaire, serrant nerveusement un verre d'eau gazeuse. « J'espère que je ne suis pas indiscrète, » dit la jeune femme. « Mais je voulais juste vous remercier. C'est votre histoire qui m'a poussée à postuler chez Atlantic Skyway. Je voulais faire partie d'une entreprise qui s'efforce réellement de s'améliorer. » Zara sourit, toujours peu habituée à être reconnue comme le catalyseur d'un changement aussi important. « Je suis heureuse qu'il ma fille, mais à toi, Zara. Et je veux que tu saches à quel point je suis fière de la façon dont tu as géré la situation, pas seulement sur le moment, mais dans tous les moments qui ont suivi. »« Je n'ai rien fait de spécial, » protesta Zara. « Ce n'est pas vrai, » dit fermement Marcus.
Votre mère a peut-être le pouvoir dans l'entreprise, mais c'est vous qui avez tenu bon lorsque cette hôtesse de l'air a essayé de vous renvoyer. C'est toi qui as dit ta vérité lors de toutes ces réunions qui ont suivi. C'est vous qui avez insisté pour que le nouveau programme de formation inclue des expériences réelles de vrais passagers, et pas seulement des points de discussion d'entreprise. Zara n'y avait pas pensé de cette façon, n'avait pas pleinement reconnu sa propre implication dans les événements qui ont suivi l'incident. Elle s'était considérée avant tout comme un catalyseur plutôt que comme une participante active au changement mis en œuvre. Je suppose que j'ai fait ces choses, reconnut-elle, un petit sourire se formant. Tu l'as fait, confirma Marcus. Et c'est tout toi. Pas la fille de ta mère ni ma fille, mais Zara Williams, une jeune femme qui connaît sa valeur et qui s'exprime quand quelque chose ne va pas. L'annonce d'embarquement pour son vol a interrompu leur conversation, et le représentant du service client est réapparu pour escorter Zara jusqu'à la porte d'embarquement. Marcus marchait avec eux, sa main posée légèrement sur l'épaule de sa fille. Au point de contrôle de sécurité où ils devaient se séparer, Marcus serra Zara dans ses bras. « Je t'aime, mon petit, avec ton bonnet jaune et tout. »« Je t'aime aussi, papa, » répondit Zara en retenant des larmes inattendues. « Merci pour tout cette semaine. » Alors qu'elle traversait la sécurité et se dirigeait vers sa porte d'embarquement, Zara fouilla dans son bagage à main et sortit son bonnet jaune, le plaçant sur sa tête avec un sentiment de défi silencieux et de fierté. Ce qui n'était autrefois qu'un accessoire favori s'était transformé en quelque chose de plus significatif, un symbole de défense de soi, de recherche de sa voie, de rapprochement entre les mondes séparés de ses parents. En montant à bord de l'avion, elle fut accueillie par une hôtesse de l'air dont le sourire chaleureux ne trahissait ni le jugement ni les préjugés qu'elle avait connus lors de son voyage aller. « Bienvenue à bord, mademoiselle Williams », dit-elle en vérifiant sa carte d'embarquement. « Nous sommes honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui. » Zara acquiesça d'un signe de tête, s'installa près du hublot et contempla le soleil californien. Alors que l'avion commençait à rouler vers la piste, elle repensa au voyage inattendu de la semaine écoulée, non seulement à travers le pays, mais aussi à une expérience transformatrice qui avait changé sa vision de son propre pouvoir et de sa place dans le monde. Le bonnet jaune, autrefois simple cadeau de son père, était devenu un catalyseur de changement pour l'entreprise, un pont entre ses parents divorcés, surtout, un rappel de sa propre voix et de sa capacité à faire bouger les choses. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Zara sourit, prête à emporter ce savoir avec elle pour la suite. Le siège social d'Atlantic Skyway bourdonnait d'activité tandis que Diana Williams parcourait les couloirs, recevant les félicitations des employés pour le lancement réussi de l'initiative « Tout le monde appartient au ciel ». Le cap des 6 mois avait été commémoré par un événement de presse majeur la veille au soir, et la couverture médiatique avait été extrêmement positive. En arrivant à son bureau, Diana trouva son assistant, Michael, qui l'attendait avec une tablette à la main. Les membres du conseil d'administration sont tous connectés pour la réunion trimestrielle, l'informait-il. Et ces fleurs viennent d'arriver pour vous, fit-il en désignant une magnifique composition de fleurs jaunes sur son bureau. Diana haussa un sourcil en s'approchant du bouquet. De l'équipe des relations publiques, je suppose, pour fêter la couverture médiatique. En fait, non, répondit Michael avec un petit sourire. Elles viennent de Marcus et Zara, disait la carte. À la femme qui transforme les turbulences en transformation, fière de toi. Diana ressentit une tension inattendue en lisant la carte. Le parcours des 6 derniers mois avait transformé non seulement son entreprise, mais aussi sa relation de coparentalité avec Marcus. L'expérience partagée d'avoir soutenu Zara après l'incident du bonnet jaune avait créé un pont entre eux, permettant à de vieilles blessures de commencer à guérir et à une nouvelle compréhension de prendre racine. « Merci, Michael », dit-elle en se ressaisissant. « Veuillez informer le conseil d'administration que je rejoins la réunion dans 5 minutes. » Alors que son assistante partait, Diana s'assit à son bureau, s'accordant un moment de réflexion avant la réunion. L'incident du bonnet jaune, comme on l'appelait au sein de l'entreprise, l'avait forcée à affronter la réalité. Malgré sa position de pouvoir et d'influence, sa fille était toujours confrontée à des préjugés et à des barrières que Diana ne pouvait pas simplement éliminer par l'autorité de l'entreprise. Cette reconnaissance a été à la fois une leçon d'humilité et un encouragement. Les changements globaux mis en œuvre chez Atlantic Skyway ne concernaient pas uniquement la responsabilité de l'entreprise ou le contrôle des dommages.
Il représentait l'engagement profondément personnel de Diana à créer un monde dans lequel Zara et les jeunes comme elle n'auraient pas à mener les mêmes batailles que celles auxquelles Diana avait été confrontée dans sa propre carrière. Son téléphone vibra avec un SMS de Zara qui avait vu la couverture de l'événement de presse. « Tu as tout déchiré, maman. Et merci de ne pas me faire parler. Je ne suis toujours pas prête pour mes débuts en prise de parole en public. » Diana sourit et répondit, « C'est à ça que servent les PDG, être sous les feux des projecteurs pendant que les véritables acteurs du changement travaillent en coulisses. Je t'aime. » La réponse de Zara arriva rapidement. « Je t'aime aussi. PS, as-tu reçu les fleurs? Tout à l'heure. Elles sont belles. L'idée de ton père. Effort conjoint. Il a choisi l'arrangement. J'ai choisi la couleur. Le jaune pour la transformation, pas seulement le soleil. » Le sourire de Diana s'approfondit aux paroles de sa fille. Jaune pour la transformation. Il était tout à fait approprié que la couleur du bonnet qui avait déclenché ce voyage ait pris une nouvelle signification pour eux tous. Alors qu'elle se préparait à rejoindre le conseil d'administration, Diana jeta un coup d'œil à la photo sur son bureau. Un nouvel ajout, pris lors de la dernière visite de Zara à New York. Sur cette photo, la mère et la fille se tenaient côte à côte au hangar d'Atlantic Skyway, un avion portant la nouvelle livrée « Everyone Belong in the Sky » étant visible en arrière-plan. Diana dans sa tenue de PDG, Zara dans son bonnet jaune. Différentes générations, différents styles, mais unis dans un objectif. L'incident du bonnet jaune aurait pu n'être qu'une autre histoire de préjugés rencontrés et subis. Au lieu de cela, grâce au courage, à la conviction et à l'engagement envers le changement, il est devenu quelque chose de plus puissant, un catalyseur de transformation qui s'étend bien au-delà d'un seul vol ou d'une seule compagnie aérienne, touchant des vies et remodelant des perspectives. Lorsque Diana se connecta à l'appel du conseil, elle emporta cette connaissance avec elle. La compréhension que parfois les changements les plus significatifs ne commencent pas par des initiatives d'entreprise ou des documents politiques, mais par un simple bonnet jaune et le courage de se lever et de dire « ce n'est pas bien, et je mérite mieux ». C'est dans cette prise de conscience que réside le véritable héritage du bonnet jaune. Ce n'était pas seulement un symbole de ce qui s'était passé, mais un phare lumineux indiquant ce qui pouvait être possible. Lorsque les voix ont été entendues, lorsque les préjugés ont été confrontés et lorsque tout le monde a vraiment eu sa place dans le ciel.